Et on va jaser ce soir de troubles anxieux. On sait qu'ils sont en forte augmentation au Québec, particulièrement chez les jeunes. Et ce soir, à l'émission, je vous demande, est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? On va discuter tout de suite, plutôt, avec Richard Leblond, qui a souffert d'anxiété, en souffre encore. Il anime aussi maintenant des ateliers d'aide pour les gens qui en souffrent. Richard, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes l'exemple parfait, vous, qu'on est capable de gérer l'anxiété quand on en souffre. Oui, on est capable de gérer notre anxiété, mais c'est un processus à long terme. Vous, ça fait combien de temps là, que vous êtes dans le processus ou que vous dites, vous avez mis le doigt sur le bobo, que vous étiez pris avec ça, l'anxiété? Mais écoutez, moi, je suis anxieux depuis mon jeune âge, sauf qu'à l'époque, je craignais pas de perdre le contrôle quand j'avais des symptômes physiques. Je craignais pas de perdre le contrôle de moi-même. Donc, je vivais assez bien avec ça. Mais à compter de 2005, j'ai fait une grosse crise de panique. J'en faisais la nuit, le jour, tout ça. Donc là, j'ai eu vraiment besoin d'aide. Et on dit à Phobie Zéro qu'on a besoin des psychologues et c'est très important de les consulter, les professionnels de la santé qui peuvent également nous offrir des médicaments, tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître le groupe d'entraide Phobie Zéro et ça m'a vraiment sauvé la vie. C'est là que j'ai pu comprendre, dans le fond, qu'est-ce que je pouvais faire pour diminuer cette anxiété-là, pour contrôler, entre guillemets, les symptômes physiques qui se manifestaient dans toutes sortes de situations. Justement, Richard, quand vous dites les symptômes physiques, si vous voulez nous donner des exemples, ça ressemblait à quoi là, quand vous aviez comme une crise d'anxiété qui survenait? Des nausées intenses, des tremblements, des étourdissements, des maux de ventre. Écoutez, on pense qu'on est en train d'affronter un vrai grand danger duquel il faut s'échapper immédiatement. Et c'est le problème d'ailleurs parce qu'on finit par s'échapper des situations, éviter systématiquement les situations. Et ce que ça fait, au contraire de nous traiter, c'est que ça augmente l'anxiété. Mais vous, ça survenait à quel moment? Est-ce que vous êtes capable de mettre le doigt dessus en disant, bon, ben là, s'il y avait tel événement, je m'inquiétais pour telle chose ou il y avait telle situation qui survenait, puis là, ça partait? S'il fallait que j'embarque en voiture avec quelqu'un en arrière de la voiture, il n'y en était pas question. Okay. Après ça s'est généralisé. Claustrophobie également. On ne prend pas l'ascenseur jamais. Il va arriver une catastrophe dans l'ascenseur. Je ne suis pas capable de la prendre. Et ça, c'est la base aussi. Je disais, je suis pas capable de la prendre. Okay. Donc là, je me bloquais de toutes les façons. Je ne voyais pas de solution. Je ne savais pas ce que je pouvais faire pour me libérer de ça. Puis souvent, donc, j'évitais systématiquement les situations. Puis souvent, est-ce que vous diriez que c'est accompagné de troubles obsessifs-compulsifs à ce moment-là? Souvent pour les personnes qui souffrent d'anxiété, est-ce que ça arrive? Oui, on peut vivre le trouble obsessif-compulsif, on peut vivre différents troubles anxieux, l'anxiété généralisée, le trouble panique. Okay. Comme moi, je fais agoraphobie, claustrophobie également. Mais tous les troubles anxieux, la mécanique, le fonctionnement des troubles anxieux est le même, peu importe la problématique anxieuse. On évite des situations, on prend des situations, des scénarios catastrophiques qu'on se fait, et comme un vrai danger. Et on ressent des symptômes physiques qui nous disent vraiment, c'est le système de protection de notre corps, dans le fond. Oui. Ça ne doit pas être facile pour l'entourage aussi, tout ça. Bien, pas facile pour vous, dans un premier temps, mais pour les gens qui vivent avec vous, qui ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. C'est la beauté du groupe d'entraide. C'est pour ça que la Phobie Zéro, on offre un groupe d'entraide. Ouais. Parce que les gens au groupe Le Vivre peuvent comprendre ce que vous vivez. Puis c'est super confidentiel. En plus, le groupe d'entraide, moi, comme je vous disais tantôt, ça m'a sauvé la vie. Mais oui, c'est difficile pour la famille. C'est difficile pour ma conjointe. C'est plus difficile comme avant. Mais ça reste quelque chose de difficile parce que Richard évite un paquet de situations. Richard sort pas beaucoup. Roule pas sur l'autoroute, il a fait des voyages déjà, mais il en a fait de moins en moins à un moment donné, jusqu'à complètement s'arrêter. Donc, ça fait en sorte que vous vous empêchez de faire des choses aussi ou d'essayer des trucs à cause de l'anxiété. Tout à fait. Donc, là, vous venez de toucher un point sensible. Dans le fond, tous les professionnels de la santé s'entendent pour dire que
une des méthodes les plus efficaces pour traiter l'anxiété, c'est la thérapie cognitive comportementale. Richard Leblanc, je m'excuse de vous arrêter, c'est parce qu'on doit aller tout de suite au bulletin d'information après la pause, mais restez avec nous. On va vous reparler tout de suite après le bulletin d'information. Et si vous avez envie de témoigner comme Richard, est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? 514-790-9850 si vous êtes à Montréal. Partout au Québec, le 1-866-790-9850. Est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? C'est le sujet de notre tribune téléphonique ce soir et on va poursuivre la discussion avec Richard Leblanc qui, lui, a souffert d'anxiété, en souffre encore en fait. Il anime maintenant des ateliers d'aide pour les gens qui sont aux prises avec l'anxiété. Et Richard, avant la pause, on parlait de thérapie cognitive comportementale. Vous avez dû aller finalement en thérapie là, pour venir à bout de votre anxiété. Oui, j'ai consulté plusieurs psychologues, mais en 2005, j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue formidable au CLSC qui m'a aidé énormément. J'ai pris également des médicaments. C'est sûr que les médicaments peuvent nous aider. Il faut en discuter avec notre professionnel de la santé. Et j'ai connu Phobie Zéro. J'ai tout fait ça en même temps, dans le fond. Donc, ça a été finalement ce qui a fait en sorte que vous avez réussi à vous en sortir. Parce que si aujourd'hui vous animez quand même des ateliers, c'est parce que vous êtes capable d'aider les autres. Oui, tout à fait, mais je pense que seule la belle devise de Phobie Zéro, c'est maintenant, je ne suis plus seul. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne savais tellement pas qu'est-ce que je pouvais faire. Pour moi, c'était impossible. J'étais dans une impasse. Je ne pouvais pas contrôler ça. Ces symptômes physiques-là, je n'allais jamais m'en sortir. Et c'est ce qu'on fait à Phobie Zéro parce que la structure de nos réunions est conçue par des professionnels de la santé du Centre de santé mentale Douglas à Montréal. À la base, Mme Laplante. Et donc, toute la réunion est basée sur le principe cognitif comportemental où d'abord, on doit comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre qualité de vie et s'exposer graduellement aux objets de nos peurs. Richard Leblanc, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir parce qu'évidemment, on va en reparler plus longuement avec le directeur général de Phobie Zéro un peu plus tard dans l'émission, mais merci de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Vous voyez, vous avez essayé quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Là. Puis je pourrais vous raconter que j'étais super nerveux. Alors, une fois rendu ici, pas du tout. Bon. Pas du tout. J'ai pas parce que j'ai accepté, j'ai décidé que j'allais vous parler, puis c'était correct. Bravo. Donc, c'est un des trucs de la thérapie cognitive. Oui, c'est ça. Puis ça fait partie des petites victoires quotidiennes. Merci, Richard, d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On va aller jaser tout de suite au téléphone avec Denis qui est là. Bonsoir, Denis. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui. Moi, c'est ça. Moi, ce que je disais à ton collègue qui m'a répondu, c'est que l'anxiété a commencé, moi, au début de la COVID. OK. Parce que moi, je vis à Calgary. Je suis très actif. Je fais du sport, je travaille beaucoup. Puis j'avais encore des garçons qui étaient au hockey à ce moment-là, avant la COVID. Puis quand la COVID est arrivée, moi, je regarde beaucoup les nouvelles. Puis il y avait, je vous mens pas, il y avait un jeune homme chinois qui était colocataire dans ma maison. Puis lui, il me disait tout d'avance. Lui, au mois de décembre, il m'avait dit, Denis, dans le mois de janvier, on va avoir des problèmes, puis dans le mois de mars, tout va être formé. Il m'avait dit ça de même. Moi, je riais de lui. OK. Si on recule au mois de janvier 2020, ça commençait en Chine. Donc, moi, lui, il m'avait tout dit ce qui allait se passer. Ça, j'étais déjà stressé, je pense, dans ma vie. Mais quand la COVID est arrivée, les chantiers de construction ont fermé. On ne pouvait pas les travailler. Je me rappelle, le vendredi soir, j'avais parti pour aller jouer à mon volleyball. On est arrivé au volleyball, les locales étaient barrés. Tout fermait. Si vous vous rappelez, là. Oui, c'est ça. Mais quand tout ferme d'un coup, Denis, c'est ça qui devient angoissant, je pense. Puis je comprends votre propos. Merci, Denis, d'avoir appelé. On va jaser maintenant avec Vanessa qui est là. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Valérie. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, je suis très contente qu'on parle d'anxiété ce soir. Moi, en ce qui me concerne, j'ai de l'anxiété généralisée qui est diagnostiquée. OK. Donc, ça rejoint un petit peu le mix des deux parcours des dernières personnes. Moi, par contre, j'ai eu aussi une dépression, des médicaments. J'ai frappé mon fond dans le temps avec une tentative de suicide. Et maintenant,
pour mon outil quotidien, j'ai un chien d'assistance pour l'anxiété. Donc, je trouvais ça bien d'en parler aujourd'hui oui. comme outil. Il y a des organismes au Québec qui, avec une ordonnance médicale, ça peut être une option pour ces personnes-là. Le chien vient aider à plusieurs bienfaits, les saines habitudes de vie, mais aussi un outil thérapeutique. Donc, peut aussi m'avertir lorsque mon rythme cardiaque va accélérer. En venant appuyer sur mes os, va m'aider à respirer, à prendre conscience du moment et puis pouvoir m'aider à me retirer, puis ensuite nommer mon émotion et travailler sur ces éléments-là. Donc, c'est mon petit outil. Et puis, en ce qui me concerne, ben c'est sûr que des fois, l'anxiété, oui, autant on a des phobies, mais ça peut être aussi des troubles. Donc, moi, c'est vraiment l'anxiété de performance qui s'applique dans les domaines sportifs et relationnels, donc au travail, des choses comme ça. Donc, c'est là que mon chien va venir m'aider dans ces sphères-là. Et puis, à tous les jours, je dois en parler autour de moi. Donc, ça, c'est une autre thérapie. Parler de ce qu'on a, puis parler de comment on se sent pour pouvoir avancer, faire des relations autour de nous en parlant puis en enlevant le tabou, finalement, de l'anxiété. Et moi, c'est la Maison L'Éclaircie qui aide sur les troubles alimentaires parce que l'anxiété peut aussi toucher certains troubles dans la vie. Entre autres, les troubles alimentaires, on était plusieurs avec des troubles d'anxiété. Et la Maison L'Éclaircie à Québec, là, donc où je demeure, a été d'une grande aide pour moi. Donc, je voulais la souligner. Puis, c'est ça. Les chiens d'assistance peuvent être un très bon outil avec les professionnels de la santé là, à choisir. Là. Mais dites-moi, Vanessa, est-ce que le chien habite avec vous, cohabite, est avec vous en tout temps? Il y a plein de manières de fonctionner sur les chiens d'assistance et de service. En ce qui me concerne, c'est vraiment un chien qui m'appartient. Okay. Donc, même si un jour, elle répond plus aux critères d'évaluation d'un chien en aide psychologique ou soutien émotionnel, elle va m'appartenir. Donc, elle demeure avec moi et me suit 24/7 et est autorisée dans tous les types d'hébergements. Moi, je suis vraiment une passionnée de plein air et c'est comme ça que je trouve ma méthode pour me retrouver, me ressourcer. Et mon chien peut donc m'accompagner dans les Airbnb, les hébergements, puisqu'elle a une licence spéciale. Donc, c'est le type d'éléments. En ce qui me concerne, c'est vraiment du cas par cas. Il faut se renseigner avec nos professionnels. Mais en ce qui me concerne, elle est vraiment sous mon ordre, finalement. Là. Donc, ça a dû faire toute une différence, Vanessa, dans votre quotidien? Bien, ça m'a aidé à ralentir, en fait, parce que j'étais quelqu'un déjà de très sportif et souvent, on pense que le sport peut être une très bonne solution. Oui, ça dépend si ton trouble, à la base, est de l'anxiété de performance et que le sport est un de tes problèmes, entre guillemets, mais une cause. Ouais. Mais elle m'a aidé à ralentir puis à plutôt focusser sur moi plutôt que sur les autres tout les temps parce que mon chien avait besoin elle-même de s'entraîner, finalement, pour me suivre dans mes différents sports du quotidien. Donc, ça m'a aidé à plutôt de me trouver des excuses, à plutôt focusser sur quelqu'un d'autre, sur ses besoins et de prendre soin de moi par la bande. Donc, c'est une différente méthode que, finalement, changer l'attention plutôt que d'être toujours sur moi, sur ce que je ressens. J'ai focusé sur quelqu'un d'autre qui avait besoin de moi, puis ça m'a sorti de la noirceur comme ça. Oui. Ben, c'est super. Merci, Vanessa, d'avoir appelé. Merci de votre témoignage. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour le sujet de ce soir. Merci. Bonne soirée. On va jaser maintenant avec Daniel Richard, qui est directeur général de Phobie Zéro, cet organisme dont nous parlait notre premier invité, qui vient en aide aux gens avec des troubles anxieux. Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Delbas. On parle beaucoup de la pandémie ce soir. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a témoigné en disant, moi, ça a commencé avec la pandémie. Mais justement, depuis la pandémie, est-ce que vous avez remarqué que les troubles anxieux, disons justement à votre organisme, que vous êtes davantage appelés, on vous appelle, on vous contacte parce qu'on se rend compte, on met un doigt finalement sur ce que plusieurs personnes vivent sans qu'on en parlait, on en parlait moins avant finalement? Oui, en effet, lors de la première année de pandémie, on a remarqué une augmentation de 43 du nombre d'appels, dans le fond. Hey, mon Dieu, déjà, cette année-là, ce qui est beaucoup. Actuellement, le nombre de membres qu'on a, c'est 250 de ce qu'on avait au mois de mars il y a 2 ans. Donc, évidemment, il y a une bonne augmentation, mais on en parle plus, les gens s'impliquent plus, donc oui, effectivement, il y a une augmentation. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par l'Université de Sherbrooke et l'Institut national en santé publique du Québec sur les impacts psychosociaux de la pandémie de COVID. Puis ça a été fait, il y a eu 4 vagues. La dernière vague, c'est 11 000 répondants, c'est énorme. Puis dans le fond, ça disait qu'il y a à peu près 22 des femmes et 20 des hommes qui souffrent d'anxiété ou de dépression probable. Le mix de ces deux-là, séparément, ce serait un petit peu moins, mais il y a beaucoup, évidemment, d'intersections entre les deux, comme le mentionnait la personne précédente qui a fait également de la dépression. Et chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est 41 Hey, mon Dieu. Donc, c'est vraiment... oui, totalement. C'est un enjeu, puis c'est une époque où il faut vraiment intervenir pour pas que ça devienne chronique.
D'ailleurs, on a dédié depuis, en ce moment, pendant que je vous parle, on a un groupe d'entraide spécifique pour les 14-24 ans. Qui a lieu en virtuel par 2 animatrices, dont une qui est en maîtrise en ergothérapie, puis qui intervient, qui a été formée par l'Institut Douglas, puis qui intervient, qui leur permet de parler. Mais justement, Daniel Richard, si on veut prendre part à ces fameux groupes, est-ce qu'il faut, par exemple, dire il faut que j'aille un diagnostic absolument d'anxiété, ou si moi, je vis des épisodes où je me sens, j'ai plein de symptômes physiques, puis je suis pas mal certaine que c'est ça qui se passe, est-ce que je peux vous appeler? Oui, totalement. Vous pouvez nous appeler. Puis, c'est assez simple. Comme dans le cas des groupes d'entraide, évidemment, on est une organisation non à but non lucratif. Donc, on essaie de tenir au minimum dans tout. Et pour les groupes des 14-24 ans, par exemple, on n'a même pas besoin d'être membre de Phobie Zéro. On peut simplement écrire puis demander, dire notre âge, demander le lien, puis on participe et ces groupes sont ouverts. Si une semaine, on peut y aller, on y va. La semaine d'après, on n'y va pas. Mais évidemment, c'est préférable d'y joindre le plus souvent possible parce qu'il y a beaucoup de petites notions qui sont données, mais c'est un espace spécifique pour échanger, donner des outils, apprendre à des petites techniques aussi de respiration, de petite méditation au début. Juste pour vous dire, au début de la journée, là, de la soirée, là, ça commence à 7 heures ce soir, on leur demande dans quelle émotion êtes-vous? Okay. Il y a une roue des émotions, ils choisissent leurs émotions. Et 2 heures après, à la fin du groupe, on leur redemande la même chose. C'est incroyable, juste en ces 2 heures-là, la modification les gens arrivent, je suis anxieux, je suis déprimé, je suis irrité, puis à la fin, c'est je me sens confiante, c'est incroyable, c'est juste un changement-là pendant 2 heures. Donc, mais évidemment, c'est pas miraculeux de permettre de gérer l'anxiété. Il faut commencer par la démystifier. Par la suite, il faut un peu comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre les symptômes. Puis après ça, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de la gérer. J'entendais tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'en libérer? Ouais. On ne veut pas se libérer de l'anxiété parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel. Puis comme la peur, c'est même essentiel. Si j'avais pas peur, je me promènerais dans des situations dangereuses. Si je pars d'un édifice, ça, je conduirais vite. Donc, c'est normal. L'anxiété, c'est une anticipation, mais c'est aussi une appréhension qui peut être normale. Si par exemple, je m'en vais à un nouvel emploi, c'est correct d'avoir du stress. Ça va peut-être me préparer à réviser mon CV, à rechercher de l'information sur l'entreprise. Donc, ça va m'activer. Mais c'est quand ça devient symptomatique, ça nous empêche vraiment quand c'est plus au service de ma protection, quand c'est envahissant, quand ça contrôle ma vie, puis quand je me réfugie dans ma zone de confort, elle va rétrécir de plus en plus. Puis c'est ça qui arrive, si on ne s'expose pas, si on ne fait pas de restructuration cognitive, je ne veux pas employer de mots savants, là, mais si on ne fait pas ça, on devient de plus en plus étroit dans ce qu'on peut faire. Parce qu'on évite, on dit heureusement que je ne l'ai pas fait, ça aurait pu être grave. Et notre cerveau l'emmagasine et notre corps aussi. Daniel Richard, directeur général de Phobie Zéro, restez avec nous. On va aller à la pause tout de suite et on va poursuivre notre discussion. La question qu'on vous pose ce soir, est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? Si vous avez envie de témoigner à votre tour à Montréal, c'est le 514-790-9850. Si vous êtes à l'extérieur de Montréal, 1-866-790-9850. Vous pouvez également nous écrire sur le texto. C'est le 98985. Restez là. Est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? On va poursuivre notre discussion avec Daniel Richard. Il est directeur général de Phobie Zéro, organisme qui vient en aide aux gens avec des troubles anxieux. Et Daniel, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie qui pose la question suivante. Est-ce qu'il existe des ateliers pour des enfants qui vivent de l'anxiété? Dans certaines régions, il en existe. On n'en fait pas actuellement. Ils ont été développés pour nous d'enfants. On a développé des ateliers d'autogestion. On a des ateliers d'autogestion pour les adultes aussi. Donc, c'est différent des groupes d'entraide. Des ateliers d'autogestion, c'est fermé, puis on apprend. C'est un petit peu différent. Pour les enfants, on en a de développés, mais on les a pas encore appliqués. C'est une question de main-d'œuvre aussi. Hein. Parfois. Donc, on les a ajustés. Nos psychologues, on a 2 psychologues sur notre conseil d'administration qui ont travaillé avec d'autres psychologues pour les adapter. Mais Phobie Zéro, c'est une entreprise. J'ai 2 personnes qui travaillent 4 jours semaine avec moi et c'est 100 bénévoles à travers la province. C'est une organisation de bénévoles, de gens comme Richard, avec qui vous avez parlé précédemment, qui donnent une 20aine d'heures par semaine pour des ateliers. Il anime des ateliers, il fait des groupes d'entraide, il va faire des présentations. C'est une organisation par les gens qui ont souffert de troubles anxieux qui veulent redonner.
à ceux qui en vivent. Donc, pour le moment, on n'a pas actuellement de disponible. Il y en a certains endroits qui le font. Je sais qu'on a plusieurs partenaires. Comme on est partout au Québec, on prend des partenaires dans chacune des régions. Au Saguenay, je sais que le groupe Ressources Attaque Panique en avait développé. Ils sont allés dans les écoles en faire des pilotes. Il faudrait voir que ça en est. Il y en a quelques-uns qui en font. Mais dites-moi, Daniel, parce que le commentaire de Richard était éloquent là, à votre organisme en disant, écoutez, ça m'a sauvé la vie. C'était pas de ça, parce que ça devient très handicapant finalement quand on souffre d'anxiété sévère. Ça nous empêche de vivre correctement notre quotidien, là. Totalement. Hier, j'étais à Verdun avec un groupe qui commençait d'autogestion et j'ai hâte de les voir dans 12 semaines, comment ils vont se transformer. Là, ils arrivent vraiment dépourvus. Ce que ça donne, dans le cas des ateliers, des groupes d'entraide, les études le démontrent, qu'est-ce que ça va donner? Ça va apporter 4 choses. D'abord, ça va permettre d'avoir un sentiment d'appartenance, se sentir mieux compris et donc plus normal. Parce que plusieurs qui souffrent de troubles anxieux se trouvent anormales. Voyons, ça se peut pas. Ou j'ai une attaque de panique. Voyons donc, il n'y a rien de dangereux. Comment ça fait que mes pulsations augmentent, ma pupille se dilate? Comment ça fait qu'il y a du sang dans mes muscles comme si je devais me sauver? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, un sentiment d'être plus compris, obtiennent des connaissances pour composer avec leurs problèmes. Donc, un sentiment de contrôle et de pouvoir agir. C'est ça donc, ça leur apporte une dimension supplémentaire, une plus grande confiance en eux et une meilleure perception d'eux-mêmes et une meilleure estime de soi. L'anxiété, souvent, va agir sur une base de l'estime de soi parce qu'on va se sentir différent, on va se sentir dépourvu. Et finalement, ça améliore aussi les relations personnelles et familiales. Parce que, vous avez raison, ça influence beaucoup les proches quand de vivre avec une personne anxieuse. Et on n'a pas appris comment vivre avec une personne anxieuse. Mm-hmm. Souvent, on a été anxieux, nous aussi, si nos proches le sont, là, ça se peut qu'on dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ouais. Fait que quand j'entends, moi, les mères qui me parlent de leurs enfants qui font une anxiété de performance, mais souvent, la mère va avoir vécu un peu la même chose. Hein. Non, vous avez raison. Donc, oui, pour les proches, c'est important. Puis d'ailleurs, chez Phobie Zéro, avec Santé mentale Québec, le volet de la Rive-Sud, on développe à partir du mois de février, des ateliers gratuits. Là, ça va être pour les résidents de Longueuil parce que c'est la ville de Longueuil qui nous a aidés, là. Okay. Mais gratuits sur mieux vivre avec une personne anxieuse. Donc, gratuitement, on va pouvoir assister au total une 30aine de séances différentes sur la communication, l'autocompassion, l'anxiété telle qu'elle. Juste à être président quand je dis gratuit, il faut être membre de Phobie Zéro et de Santé mentale, mais je pense que c'est $10 annuel, là, membre. Ça vaut la peine Québec, pour profiter de tout ça. Oui, c'est ça. Donc, mais pour apprendre vraiment, parce que dire à quelqu'un qui fait de l'anxiété, on serait porté à dire relax, arrête de tousser, ça va passer. Ça marche pas comme dire ça. À quelqu'un qui a la grippe, arrête de tousser, respire, ça va passer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Daniel Richard, directeur général de Phobie Zéro, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Et pour les gens qui aimeraient vous joindre, votre site internet phobie au pluriel-0.qc.ca. Merci beaucoup, M. Richard. Merci à vous. Merci. On va aller jaser maintenant avec un autre invité, Roch Thérien, qui est président de la clinique Neuroperformant. Roch, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Leboeuf. Vous, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous êtes capable de nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau du cerveau pour quelqu'un qui est atteint de troubles anxieux, parce que ça passe par là. Oui, parce que souvent, on va parler d'anxiété d'un côté psychologique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté neurologique qui est quand même assez important. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être anxieuse alors qu'une autre ne le sera pas? Bien, souvent, ça va être des marqueurs au niveau du cerveau. Et puis ça, en fait, dans les cliniques, c'est un peu ce qu'on fait. Dans le fond, on fait de l'évaluation au niveau du cerveau pour vraiment voir à ce niveau-là. Puis après ça, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut entraîner le cerveau. Donc, un cerveau, quand on parle d'anxiété, ça va être souvent un cerveau qu'on va dire hyperactif. Donc, les gens vont dire que j'ai un hamster qui roule au niveau de la tête. Oui. Ben, quand on fait un électroencéphalogramme, ben vraiment, c'est assez fascinant. On voit vraiment l'hyperactivité au niveau du cerveau. Donc, on est capable de bien voir et bien cerner. Puis au niveau du cerveau, les régions qui vont nous intéresser, investiguer, ça va être les amygdales. Donc, pas les amygdales au niveau du cou là, qu'on peut enlever, c'est vraiment... Les amygdales, c'est des petites régions au centre du cerveau qui est un peu notre bouton panique ou notre bouton d'urgence. En anglais, là, quand on va parler du fight or flight, en fait, là, c'est vraiment les amygdales qui vont sonner l'alarme, dans le fond, qui vont déclencher, dans le fond, l'état d'alerte au niveau du cerveau. Donc, il y a un volet très important au niveau du cerveau quand on parle d'anxiété. Donc, on est capable maintenant, avec les appareils médicaux, de bien voir, de bien mesurer cette hyperactivité-là qui est souvent en lien avec l'anxiété.
Et ensuite, on est capable d'adresser justement cette hyperactivité-là pour la calmer. Donc, on parle beaucoup, dans le fond, des approches pour l'anxiété, les cognitivo-comportementales ou, dans le fond, la thérapie, dans le fond, les groupes d'entraide, puis ça fonctionne très bien. Puis aussi un côté neurologique où on est capable, avec le neurofeedback, en fait, d'aller cibler ces régions-là du cerveau, les calmer. Puis à mesure qu'on va les calmer, les gens, la très grande majorité du temps, vont avoir une réduction, même des fois une disparition complètement de l'anxiété. Là. OK, parce qu'il y a Roland qui nous écrit en disant, est-ce qu'on peut mourir d'une crise de panique, par exemple? Rare. C'est sûr que les gens vont avoir des sentiments souvent tellement très fort, désagréables. C'est ça? Oui, ils vont avoir vraiment l'impression de mourir dans certains cas extrêmes. Mais en fait, c'est le système nerveux central qui sonne l'alarme. Et puis à ce moment-là, là, c'est sûr, ils vont avoir production d'adrénaline et tout ça. Fait que les gens peuvent avoir l'impression, même des fois, qu'ils font une crise cardiaque. Alors qu'en réalité, c'est l'anxiété qui va provoquer ça. Donc, non, mais j'allais dire, quand vous dites entraîner son cerveau, puis ça prend quand même de nombreuses séances avant que ça se mette en place, tout ça. Oui, ça prend un certain temps. En fait, le principe de base pour l'entraîner, c'est comme l'entraînement au gym. Il faut y aller un certain nombre. Habituellement, quand les gens viennent en clinique pour adresser l'anxiété, à l'intérieur de 4 à 5 séances, ils vont déjà voir des changements. Puis, souvent, les gens vont faire une dizaine de séances en neurofeedback. Puis, en une dizaine de séances, tout dépend de notre point de départ, là. Chez certaines personnes, il va y avoir des grands changements à ce niveau-là. Donc, le cerveau va progresser à différents rythmes selon un individu ou l'autre. Notre point de départ ne sera pas le même, mais c'est rare, en fait, là, que les approches neurologiques de neurofeedback ne fonctionnent pas pour réduire l'anxiété. À ce niveau-là, est-ce qu'il faut être diagnostiqué ou au contraire, là, si on se présente, on a des symptômes, on va vous voir, puis à ce moment-là, on peut faire évaluer tout ça, comment ça se passe? Ça ne prend pas de diagnostic parce qu'en fait, le neurofeedback, c'est comme de l'entraînement au niveau du cerveau. Donc, certaines personnes vont consulter parce que ils veulent de la performance, améliorer l'attention, la concentration ou adresser ce volet-là ou dormir mieux. Donc, d'autres, ça va être pour l'anxiété. On n'a pas besoin d'avoir de diagnostic parce que c'est vraiment un processus qu'on considère comme de l'entraînement au niveau du cerveau. Roch Thérien, président de Clinique Neuroperformant, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Puis les gens qui sont intéressés justement à aller voir votre site internet neuroperformant.com. Évidemment, on parle de troubles anxieux, mais il y a toutes sortes d'autres troubles là, que vous pouvez certainement aider. Oui, puis aussi, on offre des consultations téléphoniques gratuites. Donc, si les gens ont des questions ou ils se questionnent, voir si ça peut être applicable pour eux, on a des personnes à l'interne qui peuvent certainement répondre à leurs questions, puis c'est gratuit. Merci beaucoup, M. Thérien. OK, bonne soirée. Merci. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, on continue de discuter avec vous. Si vous avez envie de témoigner, est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? Parce que là, je vous lis sur le texto, mais évidemment, ça serait le fun de vous entendre également parce que des fois, ça fait en sorte que, là, on parle d'anxiété. Puis tantôt, quelqu'un nous a dit, j'étais très nerveux avant de vous parler, puis ça s'est bien passé. On est relax ce soir. Là. On a du temps en masse. Si ça vous tente de prendre le téléphone, de me jaser, 514-790-9850 si vous êtes à Montréal, 1-866-790-9850 si vous êtes à l'extérieur. Il y a le texto également. Et au retour, il y a aussi Mélanie Boucher, directrice générale de Jeunes en tête, qui sera là pour parler de la situation des jeunes anxieux. Ce soir, à l'émission, on jase de troubles anxieux. On sait qu'ils sont en forte augmentation au Québec, particulièrement chez les jeunes. Et la question qu'on vous pose, est-ce que vous ou un de vos proches vivez de l'anxiété et quelles en sont les conséquences? Et pour en discuter, on va jaser tout de suite avec Mélanie Boucher. Elle est directrice générale de la Fondation Jeunes en tête, fondation qui offre depuis 25 ans des ateliers sur la santé mentale dans les écoles secondaires de la province. Madame Boucher, quand on regarde au niveau des chiffres, parce qu'il y a une étude qui a été faite récemment, puis vraiment, on disait qu'il y a près d'un jeune sur deux âgé de 12 à 25 ans qui présente des symptômes d'anxiété. Et ça, c'est depuis la COVID, mais c'était là présent également un petit peu avant. On peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui sont anxieux. Oui, malheureusement, Mme Leboeuf, il y a énormément de jeunes qui vivent des enjeux d'anxiété à l'heure où on se parle. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, notamment la pandémie. Ça apporte beaucoup de stress. Ils ont vécu beaucoup de va-et-vient avec l'école. C'est-tu à la maison demain? C'est-tu en virtuel? Mais également l'exposition encore plus grande à la technologie. L'école à la maison, ça avait peut-être ses avantages pour certains jeunes, mais pour d'autres, l'exposition à la technologie amplifiée amène des troubles de sommeil. Ils peuvent venir affecter la santé mentale aussi directement.
Et quand on regarde ça, parce que les jeunes aujourd'hui, vous l'avez dit, on parle d'anxiété, mais il y a aussi l'anxiété performance. Ils sont tellement occupés, suivent toutes sortes de cours, ont accès à tout, mais en même temps, ça fait beaucoup sur leurs petites épaules, là. Oui, ça fait beaucoup. On les stimule énormément, nos jeunes, hein, puis on veut qu'ils performent, puis on veut qu'ils soient bons. Donc, notre mode de vie apporte beaucoup de stress, puis sous toutes ses formes. Hein. Les jeunes nous le disent, là, notre équipe d'animation qui sont directement en contact avec les jeunes dans les écoles secondaires, là, ils le voient, ils en parlent avec eux. Ils sentent que les stress arrivent de tous les côtés inimaginables pour nos jeunes. T'sais, ils veulent être entendus, ces jeunes-là, ils veulent être compris. Ils vivent beaucoup de stress aussi dans leurs relations avec leurs amis, avec leurs parents. Donc, c'est tous des outils, nous, qu'on essaie de leur transmettre à travers nos différents ateliers là, présentés dans les écoles. Mais c'est vrai ce que vous dites, ils vivent beaucoup de stress aussi au niveau des relations avec les amis, avec leurs parents. Auparavant, ça s'arrêtait souvent quand l'école terminait. Bon, le jeune retournait à la maison, pouvait jaser au téléphone ou peu importe. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'ils sont connectés 24 heures sur 24 avec tous ces gens-là. Oui, malheureusement, l'intimidation ici, comme en fait jusque dans la chambre à coucher, hein, donc effectivement, leur image est très importante. Premièrement, là, pour un adolescent, c'est normal dans son développement, l'image corporelle, ce qui se dégage, il veut faire partie de la gang, mais là, il n'y a plus de pause. Il doit toujours être parfait aux yeux de ses amis. Donc, c'est une pression énorme sur les épaules de nos ados, là, malheureusement, que le contexte de communication qui évolue dans notre société leur impose. Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en tête, est-ce que vous diriez par contre que les jeunes la nomment, cette anxiété-là, le disent finalement qu'ils sont pas bien, qu'ils vont chercher de l'aide? Bien, ça, c'est la bonne nouvelle de la pandémie. Je pense que les jeunes ont compris que d'en parler ou ont compris. Notre société est davantage ouverte à en parler. Donc, les jeunes sentent qu'il y a davantage d'ouverture à l'écoute si ça va pas. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de leur enseigner, nous, à travers nos ateliers, mais aussi à travers nos contenus en ligne, puis et tous nos trucs et conseils sur les réseaux sociaux également. Il faut parler, il faut le dire quand ça ne va pas, parce que c'est la première étape pour aller mieux. Puis ça permet aussi aux jeunes, souvent, là, de simplement parler, de mieux comprendre ce qui se passe, de trouver lui-même sa propre solution. Mais de garder ça pour soi n'est pas c'est pas la bonne manière de s'en sortir, malheureusement. Donc, il faut trouver la personne de confiance. Puis c'est souvent le parent, hein. Il y a certainement des parents qui nous écoutent. Les parents, là, garder la relation avec les ados, la communication avec son ado, c'est tellement important. Oui, puis on sait que c'est pas toujours facile, là, on va se le dire. Mais... Non. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Puis je pense qu'il faut que nos jeunes, même si c'est pas facile, puis on a l'impression qu'ils nous écoutent pas, il faut leur dire qu'on est là pour eux quand ça ne va pas aller. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut établir très tôt dans notre dialogue avec nos jeunes pour qu'ils le sachent que le jour où ça ne va pas, il y aura une oreille attentive pour les écouter. Et j'aimerais accueillir ce qu'ils auront à dire. J'aimerais que vous me parliez un petit peu justement de la Fondation. Quand vous dites, on se retrouve dans les écoles, on offre des ateliers, ça se passe comment exactement? On a 2 ateliers qui sont présentés donc à travers la province. Là, on parcourt le Québec. Cette année, on va rencontrer plus de 60 000 jeunes à travers la province du Québec de cette façon-là. Donc, le premier atelier, c'est vraiment au premier cycle secondaire, donc secondaire 1 et 2. Et c'est un atelier qui parle vraiment de comment prendre soin de sa santé mentale. C'est au même titre qu'une santé physique, hein. On peut faire ça. Donc, les jeunes, on les éduque sur les différents outils disponibles pour mieux gérer tous les stress de la vie et justement venir réduire la possibilité de l'apparition des signes d'anxiété. Par exemple, là, on peut penser à la pleine conscience. On n'a pas besoin d'être un yogi pour être capable de faire de la pleine conscience. Et à la mentalisation. La mentalisation, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre dans une relation. Donc, ça les aide également dans leur relation. Donc, ça les aide à réduire leur niveau de stress. C'est des outils faciles à mettre en place, des réflexes dans notre cerveau qu'on peut développer. C'est des outils pour la vie. Ça, c'est le premier atelier. Le deuxième atelier, c'est un atelier qui s'adresse donc pour les secondaires 3, 4 et 5, donc pour un petit peu plus vieux.
Et là, à ce moment-là, on va un peu plus en profondeur avec les problèmes de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression. Puis on permet aux jeunes de comprendre ce qui se passe dans sa tête, puis démêler tout ça là, quand ça va pas, et de savoir quoi faire quand ça va pas. Où est-ce que je peux aller chercher de l'aide autour de moi, dans mon école, dans ma communauté, mes amis. Puis en tant qu'ami aussi, si je vois que mon ami va pas bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc, il y a tout ça. Puis, parallèlement à ça, on a des outils en ligne, des trousses sur notre site Internet, là, fondationjeuneentête.org. Il y a une trousse vraiment adaptée pour les adolescents. Il y en a une autre adaptée vraiment pour les familles. Tous les parents qui ne savent pas comment se prendre pour adresser ou dialoguer avec leurs jeunes sur une problématique. Il y a une tonne d'outils là pour vous guider là-dedans, sous toutes ces formes, audio, vidéo, écrit, donc il y a une panoplie d'options. Puis aussi pour les écoles, on a également une trousse spécifique pour eux parce que les enseignants sont aussi aux premières loges de ces problématiques-là. Donc, il faut qu'ils aient les moyens d'aider leur classe, d'aider les ados qu'ils voient devant eux à entretenir une bonne santé mentale également. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait. Puis en parallèle, on s'adresse aussi aux jeunes via nos réseaux sociaux. Donc, on pense à TikTok, Instagram. On parle aussi aux parents via Facebook. Bien, merci beaucoup, Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête, d'avoir été avec nous ce soir. Et je répète, votre site Internet pour les parents qui sont à l'écoute, fondationjeuneentête.org, pour trouver toutes sortes de ressources. Merci beaucoup pour l'invitation, Mme Leboeuf. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Et si vous avez envie de témoigner ce soir, est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences? Pour nous joindre, 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Et on va jaser tout de suite avec Mathieu qui est au bout du fil. Bonsoir, Mathieu. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, je suis assez tranquille présentement, mais ton collègue m'a appelé après un texto que j'ai envoyé. OK. Il aimait mieux vous faire jaser que de lire votre texto. Oui, mais j'accepte de le faire, en fait. Puis j'ai hésité un petit peu. OK. Mais en fait, j'accepte de le faire parce que je pense que ça touche beaucoup de gens. Moi, je suis quelqu'un qui était hyper, on va dire, normal. Si on veut dire qu'il n'y avait pas de... Puis un jour, j'ai été pris dans le tunnel La Fontaine, dans le trafic, dans le tunnel, à faire une crise de panique où je suis devenu les mains moites et j'avais l'impression que je perdais connaissance. Ah oui, hein? Et puis, ça a tout pris pour traverser le tunnel, là. Mettons, on va s'entendre. Et puis, à partir de ce moment-là, quand je suis repassé dans le tunnel, ça m'a toujours fait les mêmes. Il y avait comme une espèce d'appréhension, ce qui fait que maintenant, je l'évite complètement. J'habite sur la Rive-Nord. Juste pour vous dire, mes parents habitent à Boucherville. Oh. Moi, j'habite dans le coin de Rawdon. Et je passe par le traversé de Berthierville pour pas passer par là. Puis ça n'a pas rapport avec les constructions, ça a vraiment rapport par l'évitement des choses. Puis à l'époque, j'habitais à Boucherville, puis j'allais vers Montréal. Et là, j'avais pas le choix. Il fallait que je passe par là, il n'y avait pas d'autre choix. Mais donc, quand c'est survenu, Mathieu, est-ce qu'il y avait beaucoup de circulation à l'intérieur? Est-ce que, ou ça, tu sais, parce que des fois, tu te dis, mon Dieu, on va-tu finir par sortir, là? Ben, je crois... non, en fait, je crois que c'était vraiment... ça faisait 3 ans que j'avais accompagné. Je travaillais beaucoup trop fort. Ma mère me disait que j'avais de l'air fatigué. J'ai l'impression que c'est ça qui a déclenché un jour, sans préavis, c'est-à-dire, c'est arrivé comme ça, un claquement de doigts. Je suis pris dans le trafic, je me sens pris. Et là, sincèrement, le feeling est vraiment pas bon. Là. C'est vraiment l'impression de perdre connaissance. Puis c'est pas très, très drôle. Là. C'est pas jojo. Là. Non, ça doit pas. Donc, c'est ça. Fait que maintenant, c'est l'évitement. Puis j'ai entendu quelques intervenants qui disaient ça. Oui, je fais de l'évitement. Ça me prend 1h30 de plus me rendre pour voir mes parents aller et 1h30 de plus. Parce que je veux éviter ce feeling-là ou ce sentiment-là intérieur qui fait que j'ai l'impression de perdre le contrôle de ma personne. Là. Puis vous, est-ce que vous avez tenté d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là, de dire, bon, je vais essayer de régler ça? Parce que ça peut survenir aussi à d'autres moments, j'imagine, l'anxiété. Bien, absolument. C'est certain que, en tout cas, je suis pas un expert là-dedans,
Mais c'est certain que oui, c'est inévitablement, ça arrive dans d'autres sphères de ma vie. Et puis, comment je dirais... comment je dirais, justement, je viens de me faire texter, je me souviens de me faire reconnaître. Je sais pas si c'est pas des farces. Inévitablement, oui, dans d'autres sphères de ma vie, mais j'ai été médicamenté. Malheureusement, le système de la santé fait que mon médecin est parti à la retraite. Alors... fait que là, vous êtes orphelin de médecin, là. C'est ça qui est pas évident. J'essaie de cogner à des portes, mais visiblement, le système de la santé est aussi un des problèmes. Je comprends qu'il y a beaucoup d'associations. Et d'ailleurs, en entendant, j'ai pris des notes ce soir, là, en écoutant l'émission. Je vais faire appel à ça, mais je crois que c'est pas visible, hein, ça. Non. C'est ça le problème. C'est pas écrit dans notre front. Puis, je suis pas dans le sens que je suis fonctionnel, ça veut dire que mon emploi, je suis capable de la faire, puis tous ces trucs-là. Mais ça en devient handicapant quand même, parce que quand tu es obligé de faire 3 heures de plus de voiture pour te rendre à quelque part, parce que si tu passes par l'autre place, tu vas vivre d'un calvaire. Non, c'est ça. Mais je suis certaine, Mathieu, parce que là, vous donnez l'exemple du tunnel, mais moi, je connais quelqu'un qui... Les ponts. Tu sais, que les ponts, moi, le pont Victoria, ici, dans le coin, là, je suis incapable de prendre le pont. Il faut que je passe ailleurs parce que je viens folle. Je suis pas capable. Ouais, ça sert à rien. Oui, mais il y a une chose là-dedans. C'est peut-être qu'à la base, moi, je connais des gens qui sont pas capables de prendre l'autoroute. Ouais. Moi, je suis capable de la prendre. Le truc, c'est que c'est arrivé instantanément. Et du jour au lendemain, moi, j'ai fait de l'évitement. Quand j'habitais à Boucherville, j'essayais de traverser je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le tunnel. Je sais pas. Oui. Bon, mais l'entrée de Boucherville pour prendre l'autoroute, et j'ai fait quelques fois 5 essais à faire la courbe, ressortir, aller me promener dans la ville, revenir, essayer de rentrer, pas être capable, revenir, pas être capable. Et puis là, maintenant, j'ai comme abandonné parce que c'est de se faire mal. Là. Ben non, je comprends. Mathieu, un gros merci de votre témoignage. Je sais que ça a été difficile pour vous, mais je suis certaine que ça a aidé des gens ce soir de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci. On va s'arrêter un instant pour la pause et au retour, on continue de prendre vos appels si vous avez envie de témoigner comme Mathieu. Est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété? Quelles en sont les conséquences dans votre quotidien? 514-790-9850 si vous êtes à Montréal. À l'extérieur, c'est le 1-866-790-9850 également si vous avez envie de nous texter le 98985. Est-ce que vous ou un proche vivez de l'anxiété et quelles en sont les conséquences? Roland m'écrit en me posant la question parce que j'ai parlé du pont Victoria tout à l'heure, j'avais la difficulté à traverser. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est un pont en fer. Puis j'ai l'impression, surtout l'hiver, là, que les pneus glissent de gauche à droite puis que finalement, je perds le contrôle de mon véhicule, ce qui fait en sorte que je déteste passer sur le pont Victoria. Il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit en disant, pouvez-vous m'écrire le test à faire ou le faire, en fait? Je vous ai parlé en début d'émission d'un test sur santémentale.ca. En fait, c'est écrit « Outils de dépistage pour les troubles anxieux ». Vous avez 7 questions à répondre. C'est assez rapide. Par exemple, on vous demande sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension. Est-ce que ça vous arrive jamais? Plusieurs jours, plus de la moitié des jours, presque tous les jours. Et finalement, à la fin, vous avez un score sur 21, puis moi, ça m'indique un niveau sévère d'anxiété. Bref, je suis pas surprise, par contre, là, mais oui, c'est rapide à faire si vous avez envie d'aller voir troubles anxieux dépistage avec 7 questions sur le site santémentale.ca. On va poursuivre la discussion maintenant avec Robert qui est là. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Valérie. Quel sujet, wow! Je parlais avec le type qui répondait. Là. Oui, c'est ça. Et puis, un peu comme toi, moi, je suis diagnostiqué TAG, trouble d'anxiété généralisée. OK. Puis, si je peux vous expliquer rapidement un peu mon historique, en 14 juillet 98, la journée de la Bastille française, je me suis fait incarcérer aux États-Unis pendant 6 ans. Oh, mon Dieu. Non, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie. Je me suis retrouvé tout seul avec moi-même, faire face à moi. Vous me suivez un peu? Oui, je vous suis. C'est ça. Puis c'était dans un pénitencier très tranquille. J'ai fait un programme pour devenir intervenant en toxicomanie qui a duré 9 mois.
Qu'importe. Tout ça fini, je reviens au Canada 6 ans plus tard. Mm-hmm. Et à l'époque, je faisais partie du milieu interlope. Ça fait plus de 20 ans que je suis plus là-dedans. Comme cadeau, en revenant des États-Unis, un de mes amis m'a donné une partie d'un bar de danseuses. Okay. Bon, rapidement. 3 heures de l'après-midi, ma barmaid m'appelle. Bob, une telle, il n'y a pas de chauffeur, tu peux-tu venir? Elle pleure, puis tout. Ah oui, je m'en viens. Fait que je l'embarque, tu restes où? Ville-et-Mort. OK, je l'embarque sur le pont Mercier. Tu sais, des petites mini aspirateurs, là, ouais. à batterie, là. Oui. Tu aurais pris l'aspirateur, tu l'aurais mis sur mon cœur, tu aurais pesé 2 fois, tchoup, tchoup. J'étais sûr que je faisais une crise de cœur. Ah oui. Il n'y avait aucun doute. Je me ramasse en trombe devant l'urgence de Ville-la-Salle, et puis il sort vite, là, hein, quand il sort de ta porte de char à terre, là, la civière, puis tout, puis « Sir », il me parlait en anglais, puis « Sir, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une crise de cœur. » Le karma cosmique, le docteur, son frère, il était un des ex-propriétaires du Buonanotte. Qu'importe. Il me dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Là, je compte ça. Ben, je sors du pénitencier. Fait que, OK, ben là, tu fais des crises d'anxiété. You're suffering from panic attacks. Fait qu'il me donne les fameuses benzodiazépines activants. Oui. Puis là, j'ai fait un processus. Je suis rentré un peu dans un groupe comme qui parlait plus tôt, là, Phobie Zéro. Là, ça ressemble un peu à ça. Méditation, tu sais. D'entraide. Oui, puis parler, surtout. Hein, parler, puis écouter les autres. Et puis, le point le plus dur dans toute ma vie, puis je suis encore médicamenté, là, le point le plus dur, c'est de focusser sur la pensée qui a déclenché la crise. C'est pas évident, là. Ben non, je comprends. On parle le même langage. Vous m'avez dit que vous avez eu un gros score, là, vous souhaitez peut-être. Oui, hein? Oui, non, je sais. T'sais, mettre le point, puis ça m'arrive au moins 4 fois par année, je me tape une crise d'anxiété là, où j'appelle l'ambulance. Ah oui, hein? Vous n'êtes pas capable de... Je suis sûr que je suis en train de mourir. Ah non, je prends tous mes activants, puis mais je vais résumer, parce qu'il y a sûrement d'autres gens qui veulent appeler. Aujourd'hui, dans le métro, je reviens du travail, puis je vois que 25% des jeunes souffrent d'anxiété. C'est beaucoup, là, un jeune sur 4. Absolument. Puis tout ce que je voulais partager ce soir, c'est un peu mon histoire. Puis évidemment, c'est la thérapie par la parole. Il faut en parler, c'est ça qui libère. Mais c'est se trouver des groupes de soutien. Puis il y en a plusieurs à Montréal. On est choyé à Montréal. Il y a plusieurs endroits où on peut aller partager de ça, et puis sans nommer les noms, là, mais vraiment, merci pour le sujet. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis ça m'a pas causé de crise d'anxiété. Bon, ben, tant mieux, Robert. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appeler, de témoigner. Valérie, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et quelqu'un qui nous écrit, parce que je vous parlais de ce test. Oui, c'est ça, c'est santé mentale au féminin.ca. santé mentale au féminin.ca. Vous avez juste à taper sur Google. Au début. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Outil de dépistage, troubles anxieux, puis vous allez trouver facilement le test à faire sans problème. Tu avais des textos pour nous, Maxime? Oui, beaucoup de textos. Le premier, anxiété, crise d'angoisse, ça arrive l'hiver. Je suis sur le travail saisonnier depuis environ 12 ans. Pas de médecin de famille, c'est ça le gros problème. Il faut régler ça. Un médecin de famille, c'est prioritaire dans notre société. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, Doc Laberge m'a écrit quand tu as entendu parler du sujet tantôt, là, pour dire qu'un médecin de famille, c'était essentiel. Autre message. J'ai pris Ativan pendant des années. J'ai réussi à m'en passer de façon régulière et pendant mon sevrage en conduisant, ça faisait quelques jours que j'en avais pas pris. J'ai eu une crise pendant quelques secondes sans raison. Il y a quelqu'un aussi qui nous dit, on parlait d'agoraphobie tantôt. Ouais. Elle, c'est dans le métro de Montréal. En fait, c'est Julien qui se sent pas bien dans le métro. Merci beaucoup, Maxime Lachance. Merci également à Geoffroy Morin derrière la console et à notre stagiaire Frédéric qui était présent ce soir. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de témoigner. Et on se retrouve la semaine prochaine quand il n'y a pas de hockey. Bonne soirée tout le monde.